Tous. Salut. Salut. Bonsoir. On a également Guillaume qui nous a rejoint. Il m'a fait savoir dans la journée que, comme il vient de déménager, il n'est pas totalement installé et du coup, il va juste écouter, apparemment. D'accord. Bonjour Guillaume. Il ne sera pas au milieu de ses cartons en train de parler. Ça. Ah, il peut écrire. Il a écrit un bonjour dans le chat. Guillaume. Okay. En tout cas, merci pour votre ponctualité. 21h01. Ouais, tout le monde est à l'heure. Je vous propose de commencer, du coup. On démarre direct. Allez. Bon, bonjour tout le monde pour le The Atelier numéro 4. On espère que vous avez passé tous un bon été. Et on serait assez curieux, alors déjà savoir qui participe à l'atelier pour la première fois. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous? Il y a Jérôme qui est là pour la première fois. Je vais tous regarder en replay, mais c'est la première fois que j'ai pu me rendre disponible. Juste pour te présenter, savoir où est-ce que tu te situes localement et puis sur quelle app tu travailles en ce moment. Alors, Jérôme, je me situe dans les Ardennes, au nord-est, pour ceux qui connaissent, pas loin de Charleville-Mézières. Et moi, je suis freelance, j'implémente des applications métiers pour les entreprises, plutôt orientées industrielles et sociétés de services B2B, quoi, de manière générale aussi. Et je travaille, là j'ai mis en prod cet été 3 applications Zilio pour c'est le même groupe, mais c'est pour 3 entités différentes, pour des techniciens. C'est une app Time Tonic à la base, avec les chargés d'affaires et tout ça, et là on a mis les techniciens en route. C'était au bout d'1 an de projet, là on a incorporé les techniciens et ça fait environ, là il y a 75 techniciens qui ont dû passer sous Zilio au global, et il y en aura encore une entité qui va y passer dans pas longtemps. Donc, et tout le monde est super content de Zilio, pour être franc, j'ai que des retours positifs. Surtout niveau rapidité, etc. Ça a vraiment plu. Niveau design, ça reste simple, épuré. Pour l'industrie, c'est exceptionnel déjà d'avoir ça. Et toi, tu as déjà développé d'autres applications sur d'autres services? Pas mobile et plus des applications sous Time Tonic, principalement du Time Tonic, c'est ce que je travaille le plus, et du Airtable avant, mais maintenant je ne fais plus du Time Tonic. Moyen de vers des solutions françaises plus. Et du Eteco aussi, je ne sais pas si vous connaissez Eteco, mais c'est une solution un peu plus orientée industrie, ERP, pour faire des ERP un peu plus, on va dire, code et no-code, mais qui est plus pour faire des apps vraiment plus complexes, plus grosses, avec du dev aussi en plus. Mais ça se complète bien un peu tout ça entre Time Tonic, Zilio et Eteco. J'y trouve mon compte. Sois le bienvenu. Merci. Et Pascal qui vient de nous rejoindre. Est-ce que Pascal a déjà participé? Je ne sais pas. Bonjour. Bonsoir, ouais, plutôt. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Non, j'ai jamais participé encore à Peux-tu nous dire d'où tu es et sur quelle application tu travailles en ce moment? Donc moi, je suis enseignant à l'IUT de Vannes, en fait, à l'Université de Bretagne Sud. Je suis un enseignant en éco-gestion à la base. Je ne suis pas dans le numérique ni dans l'informatique. Mais j'enseigne à des étudiants du département informatique, par contre. Ok. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de proposer une activité d'ouverture, une sorte de cours que les étudiants peuvent prendre en licence en complément de leur cursus, en fait. Et donc, je fais cette activité en no-code auprès des étudiants. Puis, je vais faire la 3e session. Là, je démarre bientôt là, en septembre. Et du coup, j'avais utilisé Zilio l'année dernière avec les étudiants. Et donc, on s'était bien amusé. Super. On a plusieurs professeurs qui utilisent Zilio, dont Eric. Et puis, c'est Guillaume aussi, je crois. Bien.
Il y en a de plus en plus. Très bien. Ouais. Il y a Thierry qui vient de nous rejoindre aussi. Je ne sais pas si c'est la première fois que tu participes, Thierry. Alors, non, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes trucs. Non. Alors, maintenant qu'on a fait un petit tour de table rapide, à part si Thierry veut prendre la parole pour se présenter, qui c'est qui a commencé une nouvelle application dans l'été et qui a envie rapidement de nous évoquer un peu son utilité? Ou est-ce que vous avez tous pris des vacances? Tout le monde Moi, a je veux pris des bien parler, vacances. mais oui, je l'avais publié, Oui. j'avais mis sur les partager les réalisations. Une application qui permet de gérer les documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Disons que c'est une petite application que j'ai fait pour me tester, en fait, hein, pour être tout à fait honnête, pour tester un petit peu ce qu'on pouvait être capable de faire sur Zilio, puisque moi, je travaille surtout sur des side projects, hein, puisque je suis salarié d'une boîte à côté, donc je travaille surtout le soir, le week-end, enfin, en temps masqué, hein, sur tout ça. Donc j'ai eu aussi l'honneur de pouvoir démarrer avec la fonctionnalité SaaS. C'était ça aussi que je voulais tester, euh, entre autres. Et puis voilà, en fait j'ai utilisé c'est pas pour un client que je l'ai fait, hein, c'est pour une fois c'est pour me tester. Et je trouvais que c'était un cas d'usage qui permettait de pouvoir aborder différents concepts, différentes fonctionnalités, etc. Et c'est vrai que il me manque encore quelques petites bricoles, hein, sur le SaaS, mais c'est vrai que j'ai quand même été très agréablement surpris par la facilité avec laquelle on peut déjà au moins créer des pages qui sont responsives super vite. Et aussi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que je me prends pas la tête avec l'UI. Euh, Parce que j'ai fait beaucoup d'applis avant. J'ai commencé avec Bubble, peut-être comme pas mal de monde, donc je fais quand même quelques applis comme ça avec Bubble. Et souvent, le truc avec lequel on perd un temps fou au départ, c'est l'UI, quoi. Alors que là, on se prend pas la tête, hein, on pose les composants, ils sont comme ça. Bon, on va juste aller couleur des bordures, etc. et ce genre de choses. Mais au moins, on va très vite et puis on réfléchit pas, quoi. Didier a pensé à tout ça avant pour nous, donc on lui fait confiance et donc ça permet de sortir super vite quelque chose. Voilà. Ce que j'ai fait sur Zilio, bien sûr, j'avais commencé à le faire sur Bubble et en fait, j'ai jamais été vraiment au bout. Parce que bon, encore une fois, j'ai pas vraiment eu le temps non plus. Et alors que là, j'ai réussi à aller quasiment au bout sans aucun problème. Donc voilà C'est le vrai. vrai plus de Zilio par rapport à Bubble notamment que je connais. Et ben, ça va être un des sujets qu'on va aborder. C'est très bien, tu fais un peu la transition Le SaaS, ouais, tout à avec, fait, oui. avec le thème. Et donc, hop là, je vais partager l'écran, afficher mon écran. Voilà, on y est. Et donc, The Atelier, le petit programme de ce soir, c'était de faire un retour sur les pop-up. Alors, Didier, est-ce que tu veux nos retours sur les pop-up ou c'est toi qui dois nous faire un peu un retour des usages qui ont été faits de cette fonctionnalité? Non, j'attends vos retours en fait. Ok. Donc on a beaucoup délivré là cet été, les containers, les pop-up, euh, les possibilités SaaS. Donc en fait, l'idée serait peut-être ouais, de discuter de ce sujet quelques minutes et puis quels sont vos retours par rapport au pop-up, pop-up versus écran? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez rencontré des limitations? Ok. Et pareil pour le SaaS. Très bien. On a Oui, les passé SaaS. beaucoup de. Donc, on discute tous ensemble de ces fonctionnalités et comment vous les avez utilisées, puis quels soucis vous avez rencontrés. Ouais. S'il y Moi, en a. je suis assez intéressé par le SaaS pour avoir peut-être un rappel des grands principes sur comment mettre en place une application SaaS et, et comment le mettre en route réellement, quoi. Voilà. Ensuite, on a deux surprises. On a une surprise sur la navigation desktop, donc je suis au courant. C'est très très bien. J'ai hâte de voir le fonctionnement. Et la deuxième surprise, je ne suis pas du tout au courant. Voilà. Donc, encore des surprises ce soir. Bah, commençons alors. Est-ce J'ai que l'impression. il y a quelques retours sur les pop-up
des personnes qui ont envie de donner leur avis sur leur utilisation, sur des évolutions possibles, des limitations possibles? Est-ce que parmi vous, il y en a qui veulent prendre la parole là? C'est dur d'être le premier. Est-ce que c'était une fonctionnalité que vous attendiez? Oui. Je vais peut-être, je suis désolé, je le fais pour la Vas-y, deuxième vas-y. fois. Moi, je suis arrivé en fait sur Zilio, les containers venaient d'être créés, les pop-up ont suivi tout de suite derrière. Et en fait, je me demande avant comment vous faisiez sans, parce que j'en use et j'en abuse en fait. Je ne pose jamais un composant hors d'un container. Déjà, quand je démarre, déjà il y a déjà un container. Donc c'est vraiment, pour moi c'est indispensable quoi. Je pourrais pas faire sans. C'est peut-être mon passé encore une fois sur Bubble hein, qui fait ça, mais voilà je peux pas faire sans quoi. Donc toi, tu en utilises systématiquement. Tu crées un écran, tout Ah de oui, suite un conteneur ouais, et les pop-up. directement. Mm. Dans l'humour, je dirais, c'est qu'on pouvait pas. Avant, il n'y avait pas de mode desktop. Donc, de toute façon, la question ne se posait pas. Il y Oui. a pas si longtemps que ça. L'idée, hein, que tout est Mm. apparu très, très vite pendant l'été. Donc, c'est vrai que, pour être honnête, moi, j'ai même pas eu le temps encore d'appréhender ça à fond. En tout cas, moi, sur mes formations et tout, c'est plus rapide de montrer sur mobile, en termes de design et tout, que d'agencer des écrans, faits pour les desktops. Clairement. Donc, je reste majoritairement mobile pour l'instant, même si j'ai quelques écrans déportés desktop aujourd'hui. Bah, Ouais. de mon côté, j'avais un prospect sur enfin, c'est un client TimeTonic, du coup, un prospect Zilio. Et le fait d'avoir à la fois les pop-up et les conteneurs, ça a été complètement game changer pour lui dire bah, c'est ça qu'il me faut en application. Il trouvait pas son compte avec l'application TimeTonic en termes d'ergonomie, parce que bah, j'étais 100% d'accord avec lui. Je lui ai fait une petite démo de Zilio avec conteneur pop-up. Alors lui, c'est pour une utilisation essentiellement tablette. Donc là, du coup, on arrive à exploiter avec les conteneurs la totalité de l'écran. Et c'est ça qui change, c'est qu'on se retrouve plus avec 3 données qui se battent au milieu de l'écran, c'est que du coup, on arrive bien à tout exploiter. Et ouais, ça, c'est top. Ouais. C'est vrai que ça permet de décharger un peu son premier écran et de mettre une information en plus, genre une quantité qu'on veut rentrer dans le pop-up. Et ça valorise une petite donnée qu'on aurait vue parmi plein d'autres choses. Et on repense complètement nos applications. Ouais. Ouais, et en termes de navigation, c'est beaucoup plus fluide parce que quand on a la pop-up, on a encore en fond l'écran qui est présent, donc on sait où on en est. Et de la même manière sur les conteneurs, quand on est sur une liste et puis qu'on affiche le détail, ben on n'est pas sur un autre écran. On a toujours nos éléments de la liste, celui qui est sélectionné. On voit c'est des usages comme ça qui font que c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, Guillaume. On a Mohamed aussi qui a rejoint la réunion. En fait, cet été, il a créé une superbe application, elle est super belle. Et là, pour le coup, les pop-up et les containers, ils ne s'en sortaient pas. Effectivement, sans les containers, on avait des difficultés à agencer des photos de profil pour que les utilisateurs puissent prendre rendez-vous avec des personnes. Et il a dû bricoler, enfin, c'était vraiment pas, le rendu était vraiment pas top, donc c'était vraiment une limitation. Et quand on a utilisé les containers, et notamment la possibilité de dire je reste horizontal sur desktop, mais je bascule en vertical sur mobile, ça a complètement simplifié son écran. Et on a enlevé toutes les conditions d'affichage, tous les petits bricolages. Et du coup, ça a été super simple à mettre en œuvre. Et également les pop-up qui ont bien enrichi l'application. C'est une superbe application, elle est super belle. J'espère qu'un jour, il partagera partager vos réalisations, partagera quelques screenshots parce que c'est vraiment une appli magnifique où les utilisateurs peuvent accéder à des kits de cours. Okay. Bonsoir à tout le monde. Merci Didier, j'ai rebondi là-dessus.
Je suis là, mais bon, je me suis déplacé parce que match de foot, les enfants, Paris Saint-Germain, ça crie de partout. Ouais, effectivement, Zilio a été vraiment marquant pour moi parce que de base, le projet, c'était de combiner Airtable et Software. Ok. La première présentation, c'était ça. Et du coup, j'ai présenté Software, mais il y a eu une limitation par rapport au tarif. Le client, il ne voulait pas mettre autant de moyens sur Software. Et du coup, j'ai proposé une alternative qui a été Zilio. Et aujourd'hui, franchement, rien à dire. Ils utilisent les profs, ils commencent à l'utiliser parce que c'est pour une ONG qui exerce en France et aussi à l'international. Ils sont déployés aujourd'hui au Maroc, au Bénin, en France ici, même en Asie. Donc, ils sont super, super contents de l'outil. C'est très facile à prendre en main aussi, même pour eux. Donc, vraiment, merci à Zilio, hein, parce que là, c'était un peu compliqué, quoi. Merci pour ta confiance. Hein. On l'a fait ensemble. Ouais. Et Eric m'a accompagné aussi sur le projet. Mais c'est vrai, au début. Ouais, effectivement. Ouais. Merci la communauté. Ouais. Guillaume, tu voulais prendre la parole, à moins que tu aies ta main levée. J'ai vu un commentaire passer. Non. Qu'est-ce qu'ils disait? Les pop-up et les conteneurs sont à mon sens la base de l'UX design et c'est très bien que Zio intègre ces fonctions. Très bien. Bah, s'il n'y a pas de points négatifs sur ou des idées d'évolution un peu sur les pop-up, vous êtes tous satisfaits? La seule qui a été relevée là dans le Slack, c'est la possibilité de mettre un titre sur les pop-up. Parce qu'on peut mettre un titre sur les pop-up et on ne peut pas sur les écrans, mais on peut sur les pop-up, disons. Et elles sont bien utiles parce qu'en mode tablette et desktop, on affiche une boîte de dialogue. Donc là, afficher un titre, un gros titre sur une boîte de dialogue, ça a carrément un sens. Sur mobile, ça l'a moins. Après, en termes de design, c'est un peu compliqué d'afficher le titre dans le volet qui part du bas. Après, si vous avez des suggestions, si vous avez vous connaissez un prototype qui affiche des libellés, enfin des titres sur des pop-up, on peut regarder ça et faire en sorte que le titre s'affiche aussi sur mobile, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de maquette qui traite le sujet. Ouais, c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, j'ai fait 2-3 essais sur mobile, mais le problème, c'est la place, quoi. Tout de suite, on prend de la place pour pas forcément grand-chose. Ou alors, faudra mettre l'option de pouvoir masquer le titre pour gagner de la place. Donc, bon, entre mettre un titre dans le composant et mettre le titre en composant texte, bon, finalement, ça change pas forcément grand-chose. Ouais, ça revient au même finalement. Ouais. Parce qu'on a la poignée qui se situe au milieu, donc difficile de mettre un titre, sauf à déplacer la poignée vers la droite, mais on n'a pas beaucoup d'espace non plus pour afficher un titre. Et ça ne me paraît pas être standard en fait d'afficher un titre sur mobile. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de titre sur les pop-up en mode mobile, mais ça peut évoluer si jamais on trouve des bons cas d'usage. Il y a eu mes tests aussi de mettre des GIFs directement dans les pop-up. Donc moi, j'ai été limité, j'ai mis plusieurs GIFs sur mon application. Les GIFs qu'on peut trouver sur Flaticone, par exemple, elles sont en 512 pixels par 512, ce qui est très lourd. Et donc, j'en ai mis... dès qu'on commence à mettre les mains dedans, on a envie d'en mettre partout. Ce qui fait que l'application n'était plus publiable parce que j'avais plus de 10 mégas de taille d'image. J'étais obligé de les enlever et puis les remplacer par des images fixes, quoi. Et j'ai quand même réussi à intégrer un GIF dans la pop-up. Une fois que c'est validé, on a un truc qui bouge. Mais on est obligé de télécharger le fichier en AEP, en After Effects, donc d'avoir le logiciel After Effects pour diminuer la taille du GIF. Et donc, c'est assez limitant. Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'infos par rapport à d'autres formats comme le SVG dont tu parlais. Le SVG paraît être fixe. Chaque fois que j'ai vu des choses, ça paraît être une image fixe. C'est sûr que la taille elle est beaucoup, beaucoup plus faible, mais en version animée, je n'ai pas trouvé mieux pour le moment que le GIF, quoi. Ouais. On a aussi dans les... Parce qu'en fait, le SVG animé existe, mais il n'est pas très, très utilisé. C'est un standard, hein, c'est du XML, en fait. Et effectivement, c'est très, très petit. Comparé à un GIF, parce qu'un GIF, c'est une compression de pixels, en fait, hein, c'est une compression d'image.
Et quand on a un GIF animé, chaque image est compressée dans le fichier. C'est pour ça qu'un GIF est très lourd. Ce que tu m'as montré, il faut un demi-méga. C'est très lourd pour ce que ça affiche. Sinon, en alternative, il y a Lotifiles aussi. Lotify, c'est quoi? C'est un format de fichier? C'est un format, mais c'est aussi un player. C'est extrêmement répandu. Ça a été longtemps utilisé, c'est toujours utilisé, hein, mais sa première raison, ça a été de supporter les animations sur iOS. Ok. Oui, parce qu'on en voit souvent des petites animations comme ça et ça a l'air tout fluide. Alors, Donc on peut peut-être regarder ça et puis se créer un composant Lotifiles, hein, pourquoi pas. Hein. Parce qu'au final, le format de Lotifiles, c'est un fichier JSON, donc c'est comme XML, c'est très léger. Il se décrit en fait, hein, il décrit j'ai un rectangle, une ligne, je vais me déplacer de telle façon, et c'est extrêmement léger. et sur Flaticone, tu peux télécharger en JSON. Et ce qui est intéressant, Flaticone, c'est 10 € par mois d'abonnement. Et puis on peut télécharger des packs d'icônes complets, de GIFs, tous harmonisés, et les remodifier nous derrière. Enfin, c'est super bien, on gagne un temps fou. Et si on pouvait les intégrer de manière assez légère, ça pourrait être vraiment bien. Ouais. Dans l'idéal, si on pouvait accéder à une librairie ouverte, Ouais. parce que Lotifile, c'est open source. Mais si on pouvait accéder à une librairie ouverte d'animation, on pourrait directement l'intégrer dans le studio. Complètement. Quelqu'un a levé la main là, tout à l'heure? Il y a Guillaume qui partage justement des liens sur Lotify et il dit que c'est très. Super. Voilà, il en dit beaucoup de bien. Donc, J'irai voir. faut que tu ne vois pas ça sur ton écran. Bah non, comme je partage, je ne vois pas en même temps la conversation. Je regardais tout à l'heure. Si on a fini sur le sujet des pop-up, à moins quelqu'un a envie de redire quelque chose. Sinon, on peut passer au sujet du SaaS. Et Didier, j'aimerais bien que tu nous rappelles, pour ceux qui regarderaient la vidéo qui ne savent pas du tout de quoi on parle, ce qu'un SaaS, comment ça fonctionne et comment le mettre en place dans Zilio. Ouais. Donc le SaaS, c'est un jeu de fonctionnalités dans Zilio qui vous permet de créer une solution SaaS. Donc ça fonctionne à l'aide de plusieurs applications. C'est-à-dire que vous allez créer une application modèle. Donc c'est un peu une application par an. Donc vous allez la créer complètement. Vous allez créer des données, vous allez créer des écrans, pourquoi pas des intégrations. Et vous allez pouvoir, à l'aide d'actions Zilio, donc il y a 4 actions Zilio qui sont disponibles pour cette fonctionnalité, qui vont vous permettre de créer une application qui dérive de ce modèle. Et ensuite, il y a d'autres fonctionnalités, d'autres actions un peu plus avancées, comme resynchroniser les données de cette application. Donc, vous avez une application modèle, vous allez pouvoir dériver cette application à l'infini. Et l'idée, en fait, c'est pour vous de vendre ces applications finies. Donc, vous vendez un service et vous voulez proposer une application par client. Vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité SaaS. Le client s'abonne à votre solution, paie votre solution, s'abonne à votre solution. Vous allez utiliser une action Zilio, pourquoi pas pour faire un paiement Stripe. Si tout va bien, on enchaîne sur la création d'une application qui va créer l'application Zilio de manière unique. Elle a son numéro unique, elle est complètement indépendante de toutes les autres applications. Elle est même indépendante de son application parent, c'est l'application mère. Et elle va être publiée. Et le résultat de cette création d'application, ça va être un nouveau QR code de cette nouvelle application. C'est-à-dire qu'en un jeu d'action dans le workflow Zilio, vous allez pouvoir dire je paie en Stripe. Si c'est validé, je crée l'application, je la publie et je récupère son QR code. Et je l'affiche au client directement. Ok. Et le but, c'est d'automatiser, c'est ça ce processus. VS, on duplique juste le carnet, enfin l'application comme on aurait fait initialement, et puis, etc. Ouais. L'idée, c'est d'automatiser tout cela. Donc, vous allez pouvoir mettre en place une application d'abonnement ou de souscription. C'est ce que tu as fait, Nicolas. Donc, le client s'enregistre. Il peut choisir le nom de son application. Il peut choisir l'icône de son application. Et ensuite, effectivement, les actions Zilio vont jusqu'à créer l'application, la publier
et fournir le lien de l'application qui est directement opérationnel. Après, il y a tout un sujet, quand on a des réflexions un peu plus avancées sur oui, mais si j'ai une V2 de mon application modèle, avec plus de données ou plus d'écrans, comment je resynchronise les applications filles? Donc là, on pourra en discuter pendant 1 heure, c'est un sujet en tant que tel. Déjà, on pourrait dire qu'on ne veut pas forcément synchroniser les applications filles. Elles ont été vendues. On ne souhaite pas forcément les mettre à jour par rapport à l'application mère. Peut-être que l'application mère a des fonctionnalités qu'on souhaite vendre dans une V2 avec un prix différent. On pourrait vouloir le faire si l'application parent corrige des problèmes. Donc ça, ce serait intéressant de le faire. Et donc, on a une action spéciale qui permet de synchroniser une application mère sur une application fille. Et pour le moment, elle permet de synchroniser les écrans. C'était le premier besoin qu'on avait discuté avec Nicolas. On sent bien qu'il faut aller un peu plus loin. Là, on a quelques tickets sur est-ce qu'on pourrait synchroniser aussi les paramètres, tout ce qui est settings. Voilà. Voilà. Les bases de données aussi. Sur, si je rajoute une table, est-ce que je peux synchroniser la table dans l'application fille? Mais quid des données qui existaient déjà, celles que j'ai non? Voilà. Donc c'est un peu compliqué de traiter tout ça. En fait, effectivement, c'est que... Ouais. Ah, pardon. Ouais, si on crée un champ, par exemple, on rajoute un champ sur l'application mère, le problème, c'est qu'effectivement, on voudrait pouvoir la retrouver sur les applications filles. Parce qu'en fait, l'application, on l'a fait évoluer en permanence. Hein. On va rajouter de nouvelles fonctionnalités. Ça va forcément tirer on va créer des tables, des champs, etc. Et c'est vrai que la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on les retrouve pas. Quand on synchronise, on les retrouve pas sur les applications filles. Donc après, je comprends tout à fait que on puisse pas gérer les modifications ou les suppressions, parce qu'alors là, ça va devenir un foutoir pas possible. Ça, il faut vraiment l'exclure. C'est vrai que la nouvelle table ou le nouveau champ, c'est vrai que aujourd'hui, c'est assez compliqué à gérer. Après, si on gère pas les modifications ou les suppressions, ça, c'est au concepteur finalement d'application de faire attention à ce qu'il fait. C'est-à-dire que s'il a créé un champ à un moment donné puis qu'il ne sert plus à rien, faut qu'il comprenne qu'à la limite, il le tag comme étant inutile, enfin, quoi que ce soit, mais surtout qu'il ne le supprime pas. Enfin, comme ça. Oui, c'est une gestion de produit. Hein. Enfin, je crois que tu as levé la main, Eric. Ouais, vous allez m'embêter, vous allez m'en vouloir, j'ai plusieurs questions là-dessus. Déjà, moi, j'aime beaucoup parce que clairement, j'ai joué avec la mise à jour des métadonnées, du logo, du nom et tout, ça marche super bien. Donc, ça permet toujours de dire, voilà, c'est nous l'entreprise qui avons vendu le produit pour machin, on le met dans les métadonnées, puis ça c'est toujours inscrit c'est dans le descriptif de l'application, ce que j'appelle les métadonnées. Donc tout ça, ça laisse une trace et tout. Donc j'avais testé dès le départ, ça marchait du tonnerre. Après, moi, je me suis posé plusieurs questions, mais tu l'as un peu évoqué, c'est la gestion des emails. Comment est-ce que ça va jouer justement? Comment est-ce qu'on peut paramétrer tout ça? C'est un peu ce que tu expliques avec les variables. Les variables administratives, de tout ce qui est au niveau du profil admin. J'ai encore quelques doutes, quelques lacunes là-dessus. Donc j'ai vu que Nicolas, c'est un peu les mêmes questions. Donc j'ai très hâte de voir ça parce que moi, je suis très friand des micro-SaaS. J'ai fait pas mal d'extensions Chrome, des mini-applications, on va être coding et tout. Donc ça m'intéresse énormément ce sujet. Hein, clairement, parce que pour moi, c'est un bon sujet d'avenir. Et deux petites questions après avant de prendre la main. Parce que quand on parle de SaaS, pour moi, on parle aussi de location. Donc le SaaS, c'est le principe de location mensuelle et tout. Est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Stripe, on a la capacité de créer un récurrent mensuel avec le Stripe 2 Ilio, c'est-à-dire de vendre aujourd'hui une notion d'abonnement? Non, c'est pas intégré. Parce que je pense que non, mais dans ma tête, ça, c'est égal abonnement. C'est pour ça que je joue un peu là-dessus. Donc c'est vraiment, en vous entendant discuter, que tout d'un coup, ça me vient, comme c'est le sujet actuel. Donc c'est, voilà, je pense que voilà, je sais pas du tout, c'est compliqué et tout, parce que moi, Stripe, c'est pas ma tasse de thé. Donc il faut que je m'y mette. Et dernière chose là-dessus, avant de rendre la main, c'est que aussi, quand on parle de ça, quand on délègue des applications et tout, des fois, il y a deux niveaux d'admin. On a un peu le côté super admin, où il y a plein de données et tout, et après un admin côté client. Je sais pas si je vois hocher la tête, donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On ne donne pas toutes les fonctionnalités au client final. Donc voilà, désolé, ça vient un peu de but en blanc, mais c'est ce que j'ai vécu dans d'autres applications et tout. Et comme ça, on donne certains paramétrages, mais pas l'ensemble des paramétrages. Comme ça, ils peuvent pas modifier, ils peuvent pas justement supprimer des champs, modifier les champs. Ils peuvent
pas faire grand-chose de l'application. Ouais. Vous Mais en m'entendez? fait, C'est bon, Oui. pardon. Mon écran avait sauté, c'est tout. dans l'idée, Eric, le client du SaaS n'a pas accès à la définition de l'application, hein. Il a accès au résultat final, mais il n'est Ouais. pas censé aller dans l'éditeur Zilio et modifier son app, hein. L'app, Ouais, elle est il- sous le contrôle de l'éditeur. Donc, il n'a pas accès du tout. Juste à la Non, commande. non. Ok, parce que moi, j'ai joué du côté, je fournis l'app, j'ai pas encore testé l'autre côté. D'accord. Mm. Ok, donc ça, c'est très bien. Ah, tu fais bien de préciser, hein. Ouais, ouais, Ok. c'est intéressant. C'est intéressant. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'abonnement parce que là, je travaille toujours sur mon application pour des pépiniéristes et ça a commencé à faire parler. Il y a d'autres pépinières collectives qui sont intéressées par la même app et donc je pense la dupliquer pour les autres. Mais là, moi, je prends un abonnement mensuel parce qu'ils me font remonter toujours des adaptations et que je suis en continu en train de corriger des choses ou d'adapter pour leur utilisation. Et ça, je mets ça dans un forfait mensuel, quoi. Et c'est cette question-là, c'est est-ce qu'on passe par on fait des factures tous les mois et puis eux nous règlent, ou est-ce qu'il y a vraiment une possibilité d'abonnement sans qu'on ait besoin de le gérer quotidiennement. Donc ça, c'est un sujet, quoi. C'est des sujets qui sont liés au SaaS, c'est pour ça que je me permettais de lancer Ouais. un peu le sujet. Et dernière chose, est-ce que la clé API, maintenant qu'on a dans notre compte, est liée à toutes ces données de SaaS? On a maintenant accès à la clé API personnelle pour votre compte à utiliser dans vos automatisations. Je n'ai pas encore vu où est-ce qu'on s'en sert. Et... Alors, c'est pour des raisons historiques, parce que le premier jet de la fonctionnalité SaaS passait par des API REST. D'ailleurs, la documentation sur le SaaS est toujours orientée, il faut utiliser des API REST. Or là, tu n'en as plus besoin parce qu'on passe par des actions qui encapsulent toute la logique et tout le format. D'accord, donc on n'a pas besoin de cette information. Okay. Ouais, tu en aurais besoin si tu voulais tout faire depuis Make, par exemple. Bah, c'est ce que je me posais comme question, parce que mec, on se dit, est-ce qu'on peut pas faire plus, mais on n'a pas les schémas, voilà. On n'a pas les endpoints, donc on peut pas. Aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'un jour. Ouais. Et Et puis, par rapport à l'abonnement, excuse-moi Emmanuel. Non, mais moi, je n'ai pas regardé exactement comment on faisait réellement pour dupliquer une application. Et là, ce que je comprends, c'est que c'est une action qui est liée à un bouton qui va lancer une action de duplication de l'application et qui va la mettre à disposition, qui va envoyer une URL, par exemple, par email, où le client va pouvoir ouvrir après Par cette. exemple, ouais. L'idée, c'est à travers un bouton de pouvoir dupliquer ton app, la publier, récupérer son QR code et pourquoi pas l'envoyer par email. Oui. Très bien. Ok. Martial. En fait, ça génère d'avoir plusieurs. En fait, ça nécessite d'avoir plusieurs applications. Moi, j'ai une application d'onboarding, c'est-à-dire que sur le site web public, je mets un lien qui emmène l'utilisateur sur une application d'onboarding, et c'est sur cette application en fait où il n'y a qu'une page et il y a un formulaire et sur ce bouton. Et quand il clique sur ce bouton, c'est là que ça déroule toutes les actions SaaS qui vont dupliquer, qui vont etc., qui vont lui envoyer un email avec son URL. Et après, il bascule sur son application une fois qu'elle est. Okay. Et ça nécessite aussi d'avoir une application d'administration. J'ai une application d'administration dans laquelle j'ai listé toutes les applis et j'ai une action de synchronisation. Je peux synchroniser les applis aussi. Par contre, l'application maître, j'ai choisi de pas l'application maître. J'ai choisi que ça ne soit pas celle qui soit dupliquée aussi, qui soit pas synchronisée. J'ai mis un intermédiaire en fait, une application template, c'est-à-dire que moi je travaille sur une application un peu comme si j'étais dans un environnement de développement. Et une fois que je veux en fait, je la synchronise avec une application modèle. Et c'est cette application modèle après qui sert de base pour synchroniser les autres applications. Ce qui fait que ça me permet d'avoir cette étape supplémentaire qui sécurise en fait ce que je suis en train de faire aussi. Donc tu synchronises deux applications maîtres. Oui, si on veut, ouais. Il y a un jeu de rebond en fait. C'est Et au pas moins je suis prévu. tranquille, c'est-à-dire, ouais, j'ai prévu. C'est un peu comme si j'avais un environnement de dev et un environnement de recette. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que même si on fait pas un SaaS, je pense que ça peut être intéressant justement si on fait juste une application pour un usage interne, pour un client, en fait, on peut utiliser ce système de SaaS justement pour gérer des environnements.
Parce que si on commence à aller modifier l'application directe du client, on peut y mettre un beau bazar et puis le client peut pas peut se retrouver avec un truc en vrac, quoi. Alors que finalement, quand on fait ça, on est sur notre environnement de développement. Et une fois qu'on a bien testé et que c'est bon, hop, on utilise la fonctionnalité SaaS pour synchroniser avec l'application. Moi, dans mon cas, ça aurait été pertinent. C'était pas encore sorti et j'ai trois applications les mêmes en fait. Pour mes clients avec des entités différentes, avec des jeux de données différents au niveau base de données. Mais même rien que le visuel, le synchroniser, ça aurait été pertinent pour faire les évolutions et tout ça, du futur de tout ça. Donc je verrais peut-être une solution pour le mettre en place plus tard en prenant un modèle et qui recopie sous les autres après pour les autres entités. Martial, Alors, j'ai vu la main. Martial a levé la main, oui. Ouais, par rapport à la notion d'abonnement, Nicolas, tu as fait comment? Parce que toi, dans ce que tu as fait, c'est bien, tu as bien proposé Ouais. un abonnement au mois, non? Oui, c'est ça. Mais pour l'instant, en fait, comme on peut pas pointer vers la fonctionnalité d'abonnement Stripe, puisque Stripe le gère, mais avec l'action Zilio, on peut pas générer des abonnements. En fait, j'ai essayé, j'ai passé un petit moment et j'ai compris rapidement que ça fonctionnait pas. En fait, l'idée, en attendant, c'est de le gérer manuellement, hein. C'est-à-dire que Ouais. moi, quelqu'un qui va me demander, parce que moi j'ai une version gratuite, et après si quelqu'un, si un client veut passer au-dessus une version premium qui elle est payante, en fait, pour l'instant, il fait une demande et je mets en attente et c'est moi qui vais gérer manuellement le lancement de l'abonnement via Stripe, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas scalable, hein. Faut être clair. Demain, il y a 1000 personnes sur l'appli, ça sera pas gérable. Ouais. Mais On peut le voilà, mettre en pour place, l'instant, on peut le mettre en place, l'abonnement, hein. C'est même plus simple que ce ouais. qui a déjà été fait, hein. Le paiement de plusieurs produits, de plusieurs lignes de produits, c'est plus compliqué que l'abonnement. Donc, si vous en avez besoin, on peut le mettre en place, hein. Et, Ouais. Disons que c'est vrai que ce serait logique avec le SaaS, quoi. Ça serait logique Ouais. de pouvoir avoir ça. Ouais, clairement. et justement, ma question, là, tu parlais de 1000, enfin, duplication 1000 fois, etc. Là, ma question, c'est plus pour Didier. Est-ce que ça risque pas de faire une charge un peu trop importante sur les serveurs par rapport au prix de l'abonnement, ou est-ce que l'option SaaS, elle reste dans les abonnements standards, ou est-ce que c'est une évolution à venir de se dire, bah, si vous avez du SaaS, à partir du moment où il y a tant de duplications, c'est un pricing à côté, parce que ça va quand même charger un petit peu les infrastructures Zilio, tout ça. Là, si on est une dizaine, si on fait tous un SaaS qui est dupliqué à 4 ou 500 fois, ça peut aller vite. Ouais, mais on sait que ce ne sera pas le cas. La charge sera lissée de toute façon. Mais les apps sont limitées à 50 000 aujourd'hui, de toute façon. 50 000 lignes de données, c'est la plus grosse charge qu'on puisse supporter. Et je crois que personne n'a atteint ces 50 000 lignes aujourd'hui, hein. Par contre, 50 000 lignes, c'est par app. Donc, quand tu dupliques les API du SaaS, à chaque fois, elles ont droit chacune à 50 000 lignes, c'est bien ça? Elles sont indépendantes, ouais. Ouais, elles sont indépendantes, ouais. Bah, aujourd'hui, on n'a vraiment pas de problème de charge, hein. Donc, c'est pas un sujet qu'on se pose. On est Ok. vraiment sur délivrer des fonctionnalités, avancer sur le produit avec la communauté. On n'a pas ce genre de problème à traiter. Le serveur est vraiment pas. À chaque fois quand on le moniteur, c'est quelques pourcents, hein. Il est vraiment sous-utilisé aujourd'hui. Bon, il va falloir qu'on change ça alors. Après, on l'a bien dimensionné. Quand on est passé au VH, on a très très bien dimensionné, puis on l'a doublé assez rapidement, au cas où. Mais pour l'instant, on n'a pas ce genre de problème à gérer. Thierry, est-ce que tu as une dernière intervention? Peut-être que pour qu'on passe Oui, à la vous suite. m'entendez? Oui. Ouais. En fait, je pense que la demande de Nicolas répond en partie à ma question, si elle est réalisée. Je voulais savoir si on fait une V2 d'une app fille, est-ce que on envoie le QR code au client, est-ce qu'on peut importer les données de la V1 pour les mettre dans la V2? Et en fait, je pense que ce qu'a demandé Nicolas répond en partie à ma question, parce que si on fait des évolutions
et qu'elles sont automatiquement envoyées entre la partie développement et puis après la partie prod, on récupère l'ensemble des données. Est-ce que je me trompe? Didier. Ouais, c'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai aussi fait cette distinction entre l'application maître, que j'appelle environnement de dev, et l'application modèle. C'est parce que c'est aussi pour gérer les données. Mon modèle, il n'a pas de données. Euh, c'est Ouais. aussi pour ça que j'ai fait ça. Ah, tu veux dire que ouais, ton application de dev a des données de test pour pouvoir justement tester ton application et après elle est dupliquée, enfin, c'est copié dans ton application master qui est toute propre, sans données. Ouais, Et c'est ça sans que données, tu. ouais. Bon, Ouais, exactement. ça fait. Tout à l'heure, j'ai oublié de le dire, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait comme ça aussi. D'accord. Et du coup, la V2, en quelque sorte, la V2, quand tu l'envoies, elle récupère chez le client, elle récupère les données du client. Elle les conserve. Oui, parce qu'en fait, Elle les conserve. je Oui, elle les synchronise. conserve. C'est le Ouais. client. Alors maintenant qu'on a dans les formules, on peut accéder à l'ID de l'application. Je peux même proposer au client, lui, quand il veut, de synchroniser parce que je vais lui dire qu'il y a une nouvelle version qui est disponible. Et c'est lui qui va décider, qui va pouvoir synchroniser avec la nouvelle version Ok. qui est disponible. Je ne pouvais pas le faire quand on n'avait pas l'ID dans les formules. L'ID d'application. Juste pour être clair, si ton app a évolué, que tu as rajouté des champs ou des tables, tu seras obligé de le refaire sous l'application FI, ces nouveaux Aujourd'hui, champs. D'accord. aujourd'hui, le gros problème, c'est que non seulement je suis obligé de le refaire sur l'application fille, mais sur toutes les applications filles des clients. Et c'est pour ça que moi, je demandais à ce que s'il y a une nouvelle table, et il y a un nouveau champ, que dans la synchronisation, ça soit pris en compte parce que si j'ai 100 clients, je vais pas m'amuser à reprendre les applis des 100 clients pour aller rajouter le champ. C'est pas, C'est ce que j'avais demandé Ouais. à Didier dans un premier temps, parce que c'est la chose qui fait que souvent dans un projet, moi j'aime bien commencer avec un petit cadre le plus petit possible et puis après on agrémente. Moi c'est plus appli ce métier on va dire, on va faire évoluer au fil des temps et au fil des lancements et développements. Donc, je me suis dit si j'aimerais fonctionner comme ça, il faut que la base elle peut être liée quoi. Sinon, déjà le visuel c'est déjà bien à le faire évoluer. Franchement c'est déjà un gros move parce que ça te prend beaucoup de temps quand même. Et, Dupliquer tous les écrans. On va le faire, hein, Nicolas. Donc, c'est prévu qu'on ajoute une synchronisation nouvelle table, nouvelle colonne. Et pour répondre aussi à ta question, pour aller un peu plus loin sur ta question, Thierry, synchroniser les éléments de structure, ça fonctionne bien. Là où on rencontre des difficultés, c'est sur les données. Parce qu'on peut avoir des conflits entre les données, des données par défaut que tu aurais dans ton application modèle et puis les données que tu aurais de production des applications filles. C'est là que ça devient un peu compliqué, il ne faut pas prendre de risque. Il ne faut pas prendre le risque d'écraser ou de perdre des données des applications filles. Donc là, c'est là que ça devient compliqué. Mais ça voudrait dire quoi que si tu parles quand tu parles de données, tu parles de tables? Les données dans la table. Si tu génères une application fille, elle va en production, elle est utilisée. Oui. Tu as des données qui sont exclusives à cette version fille, que tu ne veux pas perdre. Donc Si tu l'exclusive lances au une client. Pro et que tu écrases toutes les données, si tu perds toutes les données filles, c'est dommageable. Mais parce que quand tu envoies une nouvelle version, elle part avec la table de développement ou Aujourd'hui, quand ça arrive dans l'application fille, il y a les tables clients. Pourquoi ça ne se reconnecte pas automatiquement sur les tables clients existantes? Pourquoi ça irait chercher pourquoi il y aurait les infos de la table de développement? C'est ça, je ne comprends pas. En fait, c'est l'éditeur de la solution qui décide de sa roadmap et de ses versions d'application. Ouais. Lui seul peut savoir si on peut synchroniser telle application avec telle version de modèle d'application. Donc, en fait, tu gères tes applications modèles comme un produit, finalement. Donc, tu ne peux pas synchroniser automatiquement. Oui, et puis même si tu imprimes une colonne dans ton application mère,
La fille, qu'est-ce qu'elle devient la colonne, tu vois, avec toutes tes données dedans. Est-ce que tu veux la supprimer ou pas? Parce que peut-être que si tu la supprimes sous la fille, Ouais, elle va poser des ouais, il questions. faut pas bricoler, oui, il faut pas Ouais. bricoler les tables n'importe comment, quoi. Ouais, ok. L'ajout fonctionne plutôt bien. Ajouter une table, ça veut Oui, vouloir bien aussi sûr. nouveaux écrans. Donc, tu synchronises les nouveaux écrans, les nouvelles tables, ça fonctionne bien. Oui. Disons une nouvelle colonne, bah, peut-être que tu vas modifier un écran avec des champs de détails supplémentaires, ça fonctionne bien aussi. Là où ça fonctionne moins bien, c'est si tu rajoutes une table intermédiaire, tu crées des relations qui n'existaient pas avant, et du coup, il faut transvaser des données d'une table vers une autre. Ah, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que toi, C'est bien tout de tu as suite accès compliqué. à la table du client? Tu as accès aux tables du client, aux données du client? En J'ai tant que accès aux développeur de applications. l'application, est-ce que tu as accès aux données du client? Tu as accès à toutes D'accord. les applications. Hein. C'est ton SaaS, tu as accès à tes D'accord. applications. Donc, ça veut dire que si j'ai une V2 avec une table qui a été beaucoup modifiée, je peux très bien prendre les données de la table de la V1 et les coller dans entre guillemets, dans la table de la V2 et en même temps que je mets en route l'application V2 pour le client, quoi. Bon, ça veut dire que c'est plus le client qui décide, c'est moi, mais bon. Ça reste moins automatisé, quoi. Ouais. Ouais. Non, c'est plus automatisé, enfin plus ou moins, j'en sais rien. Mais a priori, non. Hein, c'est sûr qu'il ne faut pas en avoir 100. On va enchaîner peut-être sur le sujet suivant. Il est déjà 21h45. J'ai peut-être Désolé. une petite info quand même sur le SaaS Ouais. pour être avertir, c'est les webhooks Make. C'est-à-dire que quand on lance un webhook Make et puis dans le scénario Make, on veut mettre à jour une table. Là, ça fonctionne pas parce qu'on connaît pas, on n'a pas créé de connexion avec chacune des applications. Donc ça, faut être conscient de cette limitation aussi, c'est que on peut lancer un webhook Make, mais dans le scénario, il faut pas qu'il y ait des retours vers Zio. Ok. Parce qu'on sait pas Il faut des quelle scénarios. application finit mettre à jour. Il faut des scénarios indépendants. Un scénario par Ouais. application. Voilà. Et donc, une connexion dans Make par application aussi. Petite limitation, là. Ça permet pas après. Hein. Bon, ça, c'est un sujet riche, sans s'en douter. Mais je vous propose quand même d'avancer un petit peu sur Ah oui. la première des surprises de Didier sur une évolution qui est la navigation desktop. Alors, je te laisse partager ton écran, Didier. Ok. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Ok, super. Donc, je vais me connecter. Voilà, donc là, je suis en local. C'est toujours mon PC. C'est en mode dev, hein, c'est plus lent que la production. Et je vais vous montrer une application d'inventaire. Voilà. Voilà. C'est pas vraiment le modèle, hein, c'est pas le vrai modèle inventaire. Là, il a été un peu détruit par les différents tests. L'idée, là, c'est de vous montrer le principe. Donc ici, sur mobile, on voit bien que j'ai ma barre de navigation en bas. Donc, rien n'a changé. Et en mode tablette et ordinateur, on a cette barre en haut de navigation. Donc en fait, le footer, anciennement footer ou barre de navigation, a migré du bas vers le haut. Et du coup, on se retrouve avec ici une barre de titre qui contient à la fois le header, donc le bouton retour, le titre de l'écran, les boutons de navigation, et à droite, on peut aussi avoir le profil de l'utilisateur qui est authentifié, et on peut avoir en plus un bouton, parce que le header peut contenir un bouton. Vous voyez ici, on a fusionné deux composants. Le composant navigation qui est normalement en bas et le header. D'ailleurs, ça a été un enfer à développer. Et en fait, ça, je l'avais retrouvé sur Glide, j'avais trouvé ça sympa. Et finalement, avec la pratique, on l'a vu avec l'application de Mohamed là, cet été, ça ne fonctionne pas bien. J'ai quand même fait quelques ajustements pour que ça s'affiche à peu près correctement. On y arrive. Et
en fait, le principal souci, là, c'est qu'on on manque vraiment de place. C'est pas scalable, hein, on ne pourrait pas en rajouter plus. Mais le principal souci, c'est la place réservée ici au titre. Parce que le problème, c'est que ces boutons, on ne peut pas les mettre au centre. Là, on pourrait se dire, bah, tu as de la place, là, mais elle est au centre. Et le problème de les mettre au centre, c'est qu'en fonction des boutons, en fonction du titre, les boutons vont se balader, en fait. C'est-à-dire que le bouton catalogue, qui est tout le temps le premier, il va se balader dans la barre, parce que quand on centre, forcément, en fonction de son contenu, ça va se déplacer. Donc ça ne fonctionne pas bien. D'ailleurs, là, ça se balade un peu. Hein. Ah oui, c'est à cause du bouton back, vous avez vu. Ouais. Donc, chercher à résoudre ce problème, il y a Emmanuel qui m'a envoyé des protos. Tu m'as envoyé celui-là, je crois. Ouais, voilà, celui-là. Avec une barre de navigation plutôt à gauche. Et puis un deuxième que j'explorerai aussi. Et j'ai regardé ce que faisait Software également. Voilà. Et donc, je vais basculer ici dans le développement et on va faire un... Faut pas que je fasse de bêtises. Hein. On va faire un popstash nav4. Voilà. Donc là, ça se met à jour. Voilà, le serveur redémarre. Très bien. Il ne faudrait pas que je monte la deuxième surprise avant la première. Donc voilà, toujours la même application. Mais cette fois-ci, en mode tablette et en mode desktop, j'ai une navigation à gauche. Donc, c'est-à-dire qu'on préserve le header ici. Le header reste un header, il n'est plus impacté. On a ici un titre qui peut prendre autant de place qu'il souhaite. On a aussi la place pour les boutons supplémentaires. Mais en revanche, le footer, au lieu de se fusionner tout en haut, il se place à gauche. Ici. Et ça, c'est cool. Et on peut mettre autant de boutons qu'on veut. Enfin, en tout cas, un peu plus. Ouais. Ouais, donc l'idée, en fait, alors là, ça va être un premier jet. Hein. L'idée à l'avenir, c'est d'avoir des catégories, des sous-catégories. Hein, c'est de permettre d'enrichir, comme je vous ai montré ici, d'avoir ici la possibilité d'avoir des menus, des sous-menus. Qui seront aussi valides en mode mobile. Hein. C'est-à-dire qu'ici, si on clique sur un menu, on pourra accéder au sous-menu. Voilà, on a la possibilité ici de réduire. Trop bien. Voilà. Et je peux montrer un autre exemple sur un clone de ton app, Emmanuel, ici. Ouais. C'est Local Relay que j'ai créé cet été. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait ton app parce que j'ai fait tellement de tests que cette version-là, en tout cas, elle est détruite. Voilà. Cool. C'est propre. Hein. C'est sympa. Hein. Ouais. Et même la réduction, elle est vraiment sympa. J'aime bien que ça fait design. Ça fait... Et puis c'est l'organisation des menus, pouvoir les mettre par thème, ça c'est vraiment bien. Et là, on va se rapprocher tranquillement d'un logiciel de gestion encore plus qu'une simple application, quoi. Ouais. Et en fait, quand j'ai commencé à le développer, à un moment donné, je me suis posé la question, mais que fait Software? Et en fait, ils font exactement ça. Ils reprennent le nom de l'application, on a son bouton gauche, droite, et on a exactement une disposition de cette façon-là. Ça ressemble à deux gouttes d'eau à Software, même si ça n'a pas été inspiré à la base de Software. Excellent. Est-ce que vous avez des petites remarques, des petites réactions par rapport à cette nouvelle fonction? Est-ce que vous avez envie de l'utiliser ou ça ne se prête pas à vos apps? Moi, j'ai une question en fait. Ça, c'est un plus de ce qui existe aujourd'hui ou on quitte carrément l'ancienne version en fait? Non, ça remplace. Sur tablette, ça marchait bien quand même. Hein. Pardon? Je dis parce que sur tablette, ça marchait bien, mais c'est sur desktop que, comme tu viens de le dire, hein, c'est vraiment aligné vers la gauche.
sur tablette, les en-têtes étaient pas mal. Peut-être que je pensais que Tu as c'était. le même souci sur tablette. Hein. On a le souci sur tablette, sur le header, parce que les boutons sont mal positionnés et tu as des limites. D'accord. Tu ne peux pas en mettre autant que tu veux. Tu as vu les libellés, on a eu un souci sur les libellés. On a eu tricher, les réduire. Alors que là, regarde, même sur tablette, ça rend très bien. D'accord, ok. Tu peux même réduire sur tablette, tu vois. Tu peux réduire de cette façon-là pour avoir davantage. Tu vois. Ok. Ouais. Et l'idée, du coup, Mohamed, c'est parce que l'autre n'était pas extensible, tu vois, tu avais les boutons ici, alors qu'ici, on va pouvoir mettre des sections et des sous-sections. Tu vois, comme celui-là. Ah, super. Ouais. On va pouvoir mettre, tu ne l'auras pas tout de suite, hein, mais on va pouvoir mettre des menus, des sous-menus. Là, ça s'y prête bien. Et puis les Même couleurs sur tablette, vives devant la page de texte, tu le vois bien, je trouve ça vraiment, enfin, c'est très visuel au moins, en plus du menu que c'était, ou peut-être dans l'application, ça se voit bien. Ouais, ça aime beaucoup le parcours client. Ouais. Ludo? Ouais, bah, très chouette, nouvelle fonctionnalité. J'ai juste une petite question, Didier. Tu mentionnes qu'il y aura la possibilité d'avoir des menus et des sous-menus. Étant donné que c'est plus ou moins une autre version que la navigation sur mobile, est-ce que ça veut dire que sur mobile aussi, on aura des sous-menus? Ouais, exactement. Ouais. C'est super. le même composant. C'est exactement le même composant, en fait, sauf qu'il s'adapte. Tu vois, sur mobile, il est assez basique, hein, comme celui-là. Il va falloir qu'il évolue pour proposer des sous-menus également. Eh ben, En super. version mobile. Ouais. Je ne sais pas encore exactement, hein, on va regarder les. Moi, j'aime bien ce site-là, Dribble. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. On y trouve plein de maquettes hyper cool, hyper modernes. Donc, je vais souvent voir là. Donc, on verra ce que proposent les maquettes sur mobile. Mais l'idée, ouais, c'est que tu le configures une seule fois. Et je sais que j'ai un ticket qui consiste en avoir plus que 4, la possibilité de scroller horizontalement. Donc, on va revisiter tout ça pour intégrer davantage de menus. Ici, des sections. Et on avait discuté, alors c'est assez riche hein, pour le coup, si on va jusqu'au bout, hein, mais on avait discuté aussi de conditions. Afficher tableau de bord uniquement si ceci, cela. Et également de mettre une petite pastille, un petit badge. Par exemple, vous mettez un écran de j'en ai ou pas là, message, non, j'en ai pas. Si vous mettez par exemple une icône de chat, vous pourriez mettre un petit badge avec le nombre de messages en attente. Petite notif, ouais. Trop bien. Encore plein de possibilités. Je ne sais pas comment on va rentrer tout ça dans les propriétés, mais en tout cas, voilà, moi, ça me paraît être une approche plus pérenne pour continuer à faire évoluer ce composant au lieu de le faire ici où c'est pas vraiment adapté ou on manque de place. Super, trop bien. Ok, bon, alors c'est pas fini. Il y aura plein de choses. Il y a encore pas mal de petites choses à voir. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur mobile, le footer, il est tout en bas, il est perdu. Il faut corriger ça. Vous voyez. Il ne reste pas fixe. Et puis l'autre aspect, c'est ici. Si on passe en mode tablette et desktop, il devrait migrer à gauche. Là, il ne migre pas, mais il devrait migrer à gauche. Donc, voilà, donc c'est pas totalement fini, mais vous voyez, c'est presque, hein, presque fini. Il reste quelques ajustements et on devrait pouvoir le livrer incessamment. Bon, vous validez? Et du coup, Didier, quand c'est livré, les applications actuelles qui sont en prod s'adaptent automatiquement ou il faut des manœuvres manuelles faites par nous? Non, il faut toujours republier. Hein. Quand il y a une nouvelle fonctionnalité dans le studio, il faut toujours republier ton application. Sinon, on n'impacte pas les applications de production. Ok, très bien. Ça, c'est une sorte de protection, tu vois, si jamais, imaginons hein, qu'on fasse un développement et qu'on casse le bouton, par exemple, le bouton ne marche plus du tout, on ne peut plus cliquer dessus. Si on envoie tout ça en production sur toutes les apps, on prend le risque de bloquer tous les clients. Donc ça, on ne le fait pas. On préfère passer par la publication. Ça marche. Tu te fais des sueurs froides des fois, non? Alors, parce que justement, on n'impacte pas toutes les apps. On n'impacte que celles qui seraient publiées le jour de la nouvelle. Pas d'autres réactions? Super. On va continuer à terminer le développement. C'est une question de jour. Hein.
Alors après, il y avait un autre sujet que je voulais aborder. On va revenir ici. Voilà, donc c'est à propos de l'interface Zilio. On m'a déjà fait plusieurs fois la remarque que l'outil est pas très accessible de prime abord. Tu vois, on l'a dit 2-3 fois, hein, pas plus. Hein, je crois même que 3. Et on m'a dit, pour les débutants, c'est un peu difficile d'approche, c'est un look technique. Et, alors que d'autres outils paraissent plus accessibles. Ben, par exemple, on m'a dit que Software, par exemple, on arrive dans Software, ça a l'air plus accueillant. Alors, on me l'a dit sur LinkedIn, on me l'a dit une fois, il y a une autre personne qui me l'a dit en visio. Et à chaque fois que je posais la question, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas selon toi? Qu'est-ce qui fait que ça te rebute un peu? Tu penses que c'est trop technique et que ce n'est pas très attrayant? En fait, on ne m'a jamais donné la réponse. Non, c'est un feeling, je ne sais pas te dire. Et la semaine dernière, j'ai rencontré des utilisatrices. Vous savez, quand j'étais à l'événement NoCode à Paris. Et d'ailleurs, elles étaient venues spécialement pour me rencontrer. C'était sympa. Et elles m'ont parlé de ça. Elles m'ont dit, ouais, mais sache que ton outil, on a un peu du mal à rentrer, ça fait technique. Donc on discute, et puis j'ai voulu revenir sur ce sujet pendant la discussion. Et j'ai dit, mais pourquoi tu penses qu'il est technique? Elle m'a dit, c'est sombre, et, ça manque de couleurs, on ne se sent pas guidé, il faudrait travailler là-dessus. Et donc c'est l'objet de cette deuxième surprise, là, ce serait de vous dévoiler le travail qu'on est en train de faire avec un infographiste afin de retravailler cette interface. Moi, je trouve qu'elle n'est pas si mauvaise, enfin, celle qui existe actuellement. C'est vrai qu'elle est sombre et que moi, je travaille dans un endroit où il y a beaucoup de fenêtres. Et donc, la journée, là, quand c'est ensoleillé, on a du mal à voir. En tout cas, moi, je trouve qu'elle n'est pas si mauvaise. L'interface, elle a énormément évolué depuis le début. Et probablement qu'on peut faire mieux et plus s'aligner avec les standards des outils accessibles. Et donc, vous avez des remarques déjà par rapport à ça? Je voulais juste dire, quand tu parles ça, c'est juste la page d'arrivée, en fait, c'est ça? Non, globalement. De montrer, quoi. Globalement, tu vois, ici. Ça va arriver. En tout cas, j'ai jamais eu ce sentiment. Enfin, c'est assez épuré, il n'y en a pas partout. Ouais, j'ai été étonné. Hein, non, mais je pense que les gens ils le disent parce que software, on travaille sous forme de bloc. Tout est préconçu, c'est du drag and drop. C'est cette facilité qui fait qu'ils disent ça. Hein. Parce que j'ai fait des trucs sur software, je pense que c'est la seule chose. Sinon, Zilio, je ne vois pas autant de complexité quand même. Après, déjà les blocs. Hein. Oui, Martial? Ouais, ce qui est peut-être un peu moins évident, c'est quand tu es dans l'éditeur de formules, ou quand tu bascules d'une formule à une autre, etc. Des fois, on ne sait plus trop, enfin en tout cas moi, c'est peut-être une question d'organisation aussi, de concentration, mais des fois, quand on met une formule dans une formule, on ne voit pas trop le cascading. Et je trouve qu'on a du mal à se repérer. Ouais. Et le niveau de discussion, il est pas à ce niveau. Hein. Il n'est pas sur l'utilisation et est-ce que je m'y retrouve ou pas. C'est vraiment l'apparence et le premier feeling que tu as quand tu découvres l'outil. C'est vraiment, vraiment les premières secondes. On n'est vraiment pas sur je crée une table, une relation, une formule. On est vraiment sur tu vois, si on peut faire un parallèle, Airtable a supprimé les couleurs qui le rendaient si joli, si attrayant. Il y a plein d'utilisateurs qui pleurent, qui disent « Ah, ben c'est quoi maintenant? C'est tout gris. » Donc peut-être que c'est juste à ce niveau-là que la charte graphique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, je pense que c'est lié à ça. Mais c'est la discussion qu'on a eue. Hein. L'outil est sombre. Et effectivement, quand on va dans les propriétés, il y a différentes. Je pense qu'il faut peut-être que j'aille là. Il y a des différents niveaux de noir et de gris avec de la semi-transparence. Il y a d'autres. Moi, ça ressemble beaucoup à mes logiciels d'infographie. Il faut faire du dessin animé, donc je ne suis pas du tout perdu, mais je suis quelqu'un de technique. Donc, alors, Figma est sur le ton clair.
Pascal, tu Après, voulais... Pardon, Martial. ouais, après, moi, il y a un truc qui est des fois qui est perturbant, c'est où il y a certains écrans en fonction de la configuration justement de l'écran, enfin des dimensions, où on a du mal à aller jusqu'au bout des options, où il faut. Voilà, Ouais. mais du coup, on est loin des considérations que tu évoquais, Didier, pour le coup. Ouais, c'est ça. On n'est pas sur l'utilisabilité de l'outil, effectivement. Il y a encore à faire. On est vraiment sur les premières secondes de découverte de l'outil où les gens, apparemment, certains se disent. Il y a Guylaine qui a fait une vidéo sur Zilio qui dit mais l'outil paraît comme ça technique et pas très accueillant. Et après, on est beaucoup sous les nouveaux logiciels, surtout des tons blancs, des tons très clairs et tout ça. C'est peut-être ce switch-là, sur les outils. Enfin, là, tu es sur du noir ou du gris, en fait. Ça joue moins sur le blanc ou sous des couleurs. Donc, tout de suite, ça fait plus technique comme, tu vois, comme approche. Et il y a beaucoup de gens qui sont sensibles aussi aux couleurs, tu vois, qui aiment bien avoir l'élément où tu es, où tu vois et qui est mis en valeur, en fait. Et je pense que là, c'est ça que les gens ils s'y perdent. Je pense c'est plus ce côté couleur. En fait. Ouais. Pascal, tu voulais intervenir? Ouais, du coup, parce que moi, je suis souvent confronté à ça avec les étudiants quand ils découvrent Zilio, effectivement. Et sur le premier écran, en fait, quand on veut créer une première application, on a un doute, en fait, parce qu'on ne voit pas créer une nouvelle application. Il faut comprendre qu'il faut utiliser le modèle blanc. Et du coup, peut-être que ça peut être un frein dès le départ, en fait, où on se dit, ben, mince, comment est-ce qu'on fait juste pour créer une première application, en fait. Ouais, c'est juste. Je me suis posé la question encore aujourd'hui. Un peu un process semi-guidé, en fait. C'est un peu, tu peux y avoir quand tu fais d'abord ça, puis ça, et ça t'amène après sur l'application. Ça se fait souvent, ce genre de choses. Bah, déjà, peut-être tout simplement renommer l'application vierge en l'appelant création d'une nouvelle application, enfin un nom peut-être un peu plus évocateur. Déjà, tout simplement ça peut peut-être être un guide. Ouais. Bah, je me suis posé la question aujourd'hui encore parce que j'ai travaillé sur une maquette là, que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, j'ai pris un screenshot et je l'ai envoyé à ChatGPT. Et dans l'une de ses remarques, il m'a dit, mais il n'y a pas de CTA, il n'y a pas de click to action. Il te manque un bouton créer une application. Et je pense que tu as parfaitement raison, Pascal. Et en plus, le modèle vide, il s'appelle blank en anglais. C'est encore pas terrible. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai vraiment réalisé ce problème. Et tu peux mettre un gros plus, hein. Tu mets un gros bouton plus Ça. en haut, en tête. Il y en avait un il y a 2 ans, il y avait un gros bouton plus. Ouais, juste peut-être parce que j'utilise beaucoup Odoo, moi aussi, avec les étudiants. Et Odoo, ils réussissent à guider les utilisateurs en mettant des trucs qui bougent, en fait, pour dire c'est là qu'il faut cliquer. Et du coup, pour les utilisateurs vraiment débutants, c'est pas si mal, en fait, de les guider sur l'endroit où il faut aller cliquer dès le départ. Et ça marche plutôt pas mal. Onboarding, ouais. Je vais vous montrer la maquette. Il y a Ludo qui voulait dire quelque chose, donc il lève la main. Ah, pardon. Ludo. Ouais, mais en fait, je me dis que c'est potentiellement déjà sur la maquette, mais on verra. En parlant de l'écran d'accueil avec toute la mosaïque d'applications, je trouve que ça serait chouette d'avoir la possibilité de faire des dossiers. Ouais, quand on en a beaucoup, ouais. Ouais, là, on voit ton écran, par exemple, ça pourrait être pratique. Ouais. Voilà. Mais il me l'a dit, ChatGPT. Il m'a dit, tu as beaucoup d'apps, hein. Il faudrait les organiser. D'autant plus avec bien, la fonction SAS. Ouais. Exactement. Il m'a dit aussi que les icônes n'étaient pas, cohérentes. Mais là, c'est normal, les sujets n'ont rien à voir. Dossier d'application. Je note. Allez, on y va. Fais-le avant Time Tonic. Griller la news. Donc là, c'est plus que le design que tu vas nous montrer, c'est quelque chose de fonctionnel. Ouais. Donc là, je vais vous montrer c'est une maquette. Hein, Quand Didier dit c'est une maquette, en fait, ça sort demain. Si vous êtes d'accord, ça sort. Non, pas demain.
C'est une maquette, mais en fait, c'est la prod pour beaucoup de monde, en fait. En train de mettre en prod. Ok, attention, hein. Attention au changement. Hein. Je me connecte. Ah, ça recale un peu. Voilà, donc là, on est un peu plus dans les standards des outils SaaS. Ok. Alors, il manque toujours le bouton créer, hein, je n'ai pas travaillé là-dessus. Pour faire plaisir à tout le monde, tu mets un mode sombre. Comme ça, les gens peuvent switcher justement sur l'ancienne version ou sur une version plus actuelle comme tu cherches à faire. C'est ce que j'allais dire, Eric. Il y en a plein qui demandent des modes sombres, ils vont voir ça, ils vont tout de suite pleurer à mode sombre. Non, mais il faut contenter tout le monde. Ah, c'est du boulot hein, de faire les deux à la fois. Ceci Ok. dit, je suis en train de revisiter le thème du studio, donc ça sera peut-être plus facile. On va voir. On va voir si c'est possible. Donc là, on retrouve nos applications. L'idée aussi, ici, plutôt d'avoir un panneau qui s'affiche au milieu, on va avoir un panneau qui va venir de la droite avec le détail de l'application, ce qui est un peu plus standard. J'ai retiré le blog ici. Le blog apparaît dans la page d'authentification, mais ici, il disparaît. C'était trop chargé. L'infographiste m'a dit il y a trop de choses. Là, tu mets les trucs à droite, à gauche, au milieu, il y en a partout. Donc ici, on va rajouter un bouton créer. Voilà, donc le jeu de couleurs a changé. On va lancer. On va aller sur notre touche. C'est vrai que même dans Make, tu peux faire des dossiers pour mettre tes différents scénarios pour tes différents clients. Et là, donc là, c'est vrai que ça s'y prêterait de pouvoir ranger ces applications par client ou par sujet. Ouais. Nous, on a l'habitude avec Time Tonic, c'est pas rangé comme ça, donc on peut pas faire de dossier non plus. Voilà. Donc, vous n'auriez pas dû voir cette couleur. Hein. Vous voyez la couleur ici qui est différente? Ouais. Donc la couleur est différente parce que une fonctionnalité que j'aimais bien dans Airtable, elle a été invoquée il y a 2 minutes, c'est la possibilité de changer la couleur de l'interface. Voilà, donc par défaut, c'est celle-ci. Et vous allez avoir la possibilité ici, par application, ici, de pouvoir dire mon application, elle est sur ce thème. Et je peux la reconnaître facilement. Je trouvais ça super sympa dans Airtable, c'est vraiment dommage qu'il l'ait retiré. C'est bien quand tu fais une application, tu es en mode développement, enfin, tu es sur un environnement de développement, mais tu te rappelles ta couleur de développement, tu vois, et tu as ta couleur de c'est un marqueur visuel, oui. Ouais. Mes comptes Google aussi sont pareils, sont par thème de couleur et ça aide à rentrer dans le sujet. Didier, peut-être que c'est psychologique, parce que tu en avais déjà parlé un certain temps. On ne peut pas automatiquement mettre quand même l'icône de l'application avec les initiales, pourquoi pas, du projet ou je ne sais quoi, pour éviter, si tu ne mets pas une icône, d'avoir quelque chose de vide. Moi, je trouve que ça ne fait pas fini d'avoir justement pas d'icône, tu sais, sur certaines applications, quand d'autres en ont. Après, c'est à moi de le faire, c'est à moi de rajouter des icônes sur toutes mes applications, je l'entends bien. Et tu vois que de base, il y a quelque chose de mieux que le fichier. sans rien, quoi. Je sais pas, moi, ça. Après, voilà, peut-être qu'il n'y a que moi que ça titille. Ouais, je ne suis pas content de ce truc. Hein. Je suis d'accord. Il y a un truc à faire. On chipote, attention, hein. On est là pour ça. Ah non, mais je comprends. Même moi, hein, j'en suis pas content. Hein. Quand on arrive sur un écran, c'est bon. Voilà, c'est pas terrible. Ok, donc ici on a des rappels. On des rappels, parce que c'est vrai que le Slack, il n'est pas du tout mentionné dans Studio. Enfin, il est ici dans le menu, mais après, en tout cas, il n'est pas mis en avant. Et il est tuto aussi. Donc là, on est sur un thème blanc. La couleur de fond a changé également. Elle est plus moderne plutôt que le gris. Vous voyez, avant, on avait un gris. En plus, on avait des panneaux noirs transparents. Ça faisait un peu terne, c'est vrai. Même si d'autres studios ressemblaient à ce qu'ils le faisaient. On a revisité les icônes ici. On va encore être perdu.
Ouais. C'est On bien, a, c'est passé en on a tout français. paumé, là. Bien. Je Il y a un me sens en composant. je me sens en glide avec ces icônes. Ouais, ça ressemble à Glide. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le chat, il y a Guillaume qui se plaint de la disparition du mode sombre. Il est en train de monter une pétition. Il va peut-être revenir avec ce thème hein, qui peut être décliné. Screenshot. Voilà, j'ai pris un screenshot. Et dans l'éditeur d'action, tu es également sur le thème clair, sur le même design. Ouais. Il n'est pas fait, mais là, on a l'éditeur de données, vous voyez. Voilà, Voilà. La couleur de fond n'est pas bonne. Là, je l'ai oublié de la modifier. Voilà, c'est censé être celle-ci. Je trouve que les composants sont un peu moins lisibles. Les composants layout, je ne sais plus comment tu les appelles, conteneurs, je les trouve moins lisibles qu'avant. Ah bon? C'est là? Ouais. Bon, après, c'est tout petit peut-être avec la visio, mais c'était le premier sentiment que j'ai eu. Ok. L'autre aspect qui a changé, c'est l'aspect section. Vous voyez, avant, on avait des sections qui étaient marquées ici avec une zone encore plus sombre. C'est dommage, je n'ai pas gardé de screenshot. Je suis un peu bête, il suffit d'aller en production. Hein. Ouais, voilà. Donc, vous voyez les sections ici, elles ont disparu. Donc, on a moins cet effet boîte. On a une boîte dans la boîte. Et également, si on met une liste, les composants les plus compliqués ici. Vous voyez ici, on a des sections qui fait boîte dans la boîte avec encore une couleur différente. Du coup, on a réduit le nombre de couleurs. Je crois qu'on avait 5 ou 6 dégradés de noir. Et là, on s'en sort qu'avec 3. 3 seulement. Bon, là, vous voyez qu'il y a un bug ici. Là, la couleur n'est pas la bonne. Et juste pour rebondir sur ce que Guillaume dit, que certains de ses étudiants lui disaient qu'il y avait par exemple beaucoup de propriétés affichées en même temps. Ce genre de choses, ce qui peut faire peur de prime abord. L'écran de droite, ce genre de choses. Voilà, je vais participer. Hein. Parce qu'il y a plein d'autres choses qu'il raconte, mais je skip. Ok, ouais, merci. Effectivement, là, on a des sections, on a des variables données, colonnes. On pourra peut-être les mettre un onglet vertical, horizontal. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien cette disposition-là de composants. Même si l'autre n'est pas si mauvaise, hein. Moi, j'aimais bien. Hein. Enfin, Et moi, s'il y avait la possibilité de garder les deux, ouais. On ne perd pas ses habitudes. Hein. On peut essayer. On peut essayer. Je vais essayer. Ça demande quand même une certaine approche aussi d'adaptation. Hein, parce que bon, après, ça se fait. Voilà, donc là, c'est pas fini. Hein. Vous voyez ici, là, c'est complètement perdu. Là. Il faut guider l'utilisateur. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est vraiment pas fini. Au niveau des données, voilà ce que ça donne. Là, la couleur ne fonctionne plus, hein, parce que là, la couleur des icônes fonctionnait bien sur ton sombre. C'est ça la difficulté. Hein, quand on a une possibilité sombre et clair, on a des couleurs qui fonctionnent. Les couleurs ne peuvent pas fonctionner sur les deux. Hein. C'est impossible, en fait. Sauf à prendre tout gris, hein, mais sinon, on ne peut pas. Et on a le même souci ici, vous voyez. Vous voyez, Google Font, on ne le voit carrément plus. Ouais. Ici, l'icône. Donc, c'est ça la difficulté de supporter les deux, c'est que on a des icônes qui ne fonctionneront pas de toute façon sur les deux. Donc, soit on fait deux versions, soit on essaye de trouver une couleur qui marche bien, mais c'est compliqué. Voilà, alors l'éditeur d'action, il n'a pas vraiment été migré encore.
Il est en plein chantier. Voilà. C'est vrai que pour le grand public, ça paraît plus accessible, Ouais. familier avec ce genre de ton. Je pense aussi. Ouais. Puis les utilisateurs qui viennent de Glide ou de Software, parce que ce sont mes concurrents, Ah ouais, ouais. s'y retrouvent davantage. Alors que Zilio ressemblait plus à un outil comme Webflow, comment il s'appelle l'autre là Flutterflow aussi, qui sont en mode similaire. Et t'as des nouvelles agences no-code en France qui viennent de se lancer, justement, mettre Software en avant. Et même pas des outils français comme Zilio. Franchement, j'ai été déçu quand j'ai vu ça il y a 2 jours par Pierre. Hein. Un scandale. J'ai pas osé réagir. Merci Didier pour cette nouvelle surprise. Je vous en prie. Je crois que ce soir, tu repars avec moins de demandes que les premières fois. Pas toujours les mêmes. Les automatisations, tout ça, tout ça. Ouais, moi j'en ai peut-être toujours une. Hein, c'est la couleur en dehors de l'application en mode desktop. Là. Le jour où on pourra traiter la couleur qu'il y a sur les bandeaux latéraux, ça aidera à rentrer mieux dans le logiciel. Je vais revenir vers toi à propos de ce sujet, Manuel. Ouais. Parce que là, en fait, tu as la zone de travail desktop, tu as le panneau maintenant, le panneau de navigation qui s'affiche à gauche, qui peut être réduit, et quid des marges, en fait. Donc là, j'ai fait un test après-midi, on peut le caler à gauche. Du coup, avec le panneau qui se réduit, ça fonctionne bien. Ouais. Et si on cale à gauche, mais qu'il n'y a pas de barre de navigation, tu te trouves avec une appli qui est calée à gauche sans raison, en fait. Non, mais je te parle de ton appli, elle est toujours au centre de ton écran. Ouais. Elle n'occupe jamais toute la largeur de ton écran. J'avais compris, J'avais compris, mais tu as en plus ce souci supplémentaire maintenant, qui est la barre de navigation qui est forcément à gauche. Ouais. Si elle est là, il faut qu'elle est à gauche. Si elle n'est pas là, il faut qu'elle est au centre. Et il y a toujours le souci des marges, comme tu disais, à droite et à gauche. Ouais. C'est un détail, mais quand tu arrives quand tu es en mode desktop et que tu affiches, tu vois ton petit appli au centre, tu as l'impression qu'on n'occupe pas tout l'espace, et si tu foutais de la couleur pour combler ça, ça réglerait le problème assez rapidement. Quoi. On va voir ça. Si on a encore une seconde, je profite d'avoir Emmanuel. Est-ce que ça marche maintenant toutes les fonts Google? Parce qu'à l'époque, j'avais pas réussi moi non plus à aller chercher toutes les différentes polices de chez Google. Il y a certains temps, j'ai vu que tu avais relevé le sujet aussi il y a quelques semaines. Oui, enfin apparemment, il faut changer un petit peu de fenêtre pour rafraîchir. C'est plus le cas. Ça a été corrigé, ça. Voilà, j'ai pas réessayé pour être honnête. Donc. Ça a été corrigé il y a 2-3 semaines. Je l'avais annoncé en parmi plein de petites modifs. Effectivement, quand tu saisissais le nom de la police, ça se mettait à jour, mais une fois sur 5. Tu ne me croyais pas. Tu ne me croyais pas il y a une petite année. Et voilà, on a compris pourquoi maintenant. C'est bon, ça me rassure. Non, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que ça ne fonctionnait pas. Et j'essaie, je dis, si, ça marche. Ce qui est assez déstabilisant, parce que tu crées ton appli, tu mets ta couleur, tu mets ta typo, tu es bloqué. Non, mais très bien, c'était réglé le problème. Bien, bravo pour tout, comme d'hab. Très bien. Gros boulot. Merci à tous d'avoir assisté à ce nouvel atelier. J'aurais une petite question Joker, peut-être pour allonger la to-do de Didier. Est-ce que vous avez déjà eu des cas, des demandes de connexion avec du Microsoft, avec de l'Excel 365 à la place de Google Sheet? Non. C'est un vrai sujet, hein. Google, il y en a plein qui le boudent. En fait, ouais, je pose la question parce que là, je vais d'ici demain, je vais l'avoir en call, mais j'ai un prospect. Et je sais qu'ils sont sous Excel, et puis bon, je pressens la question. Je voulais savoir déjà s'il y avait eu des cas, s'il y avait eu des choses pour. Non, on n'a vraiment pas de demande sur Excel. Après, je te cache pas que Google Sheet, c'est quand même pas simple. Utiliser une sheet pour alimenter un catalogue, pourquoi pas, ça fonctionne bien. Utiliser une sheet pour gérer des données, les mettre à jour, rechercher, c'est vraiment pas approprié. Donc,
Ouais, c'est pas forcément quelque chose que je mettrai en avant. Ouais, non, Pas parce que là, je sais qu'il y aura un très- gros, je sais qu'il y aura un gros besoin de calcul statistique, de graphiques, etc. Donc, d'avoir les données sous Excel, ça peut être un truc enfin, Exporter, oui. les Exporter les aide, ouais. données. Mm. Exporter les données en CSV ou au format Excel. Hein. C'est vrai que Pour les l'idée, c'est un objets vrai Excel, sujet, c'est côté dashboard, tableau de bord et tout ça, qui vient souvent, moi, dans les domaines techniques, mais d'avoir des tableaux de bord et tout ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu as besoin d'une step au-dessus, donc peut-être de connecter un autre outil tu vois, pour cette partie-là. Mais je rebondis sur l'idée de la complexité d'avoir Google Sheet. Là encore pour mon application de pépiniériste. Eux, leur besoin initial, c'était on a notre Google Sheet, on a l'habitude de travailler avec, on veut que ça soit publié et que les personnes puissent commander des arbres avec. Et petit à petit, je l'ai fait utiliser Zilio, qui est quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus simple. Et ils sont dans les champs en train de rentrer les arbres qu'ils ont en pépinière. Ça marche super bien. Mais à chaque fois que j'ai des tickets, c'est parce qu'ils m'ont pété le nom de la colonne dans Google Sheet. Du coup, Zillow ne retrouve plus la colonne. Ou ils m'ont cassé une formule ou quoi que ce soit. Et c'est un problème lié à la Google Sheet. Et donc, je vais être poussé petit à petit à supprimer ça et à être 100% Zillow au final, quoi. Si en plus on a les tables éditables dans Zillow et que ça, en plus, ça peut être amélioré avec des champs de multisélection, il n'y a même plus besoin d'avoir de tableur externe. Ouais, parce que moi, dans le cas que j'ai en tête, en fait, il y aura des relevés quotidiens, et puis derrière, ils vont vouloir refaire des moyennes par conducteur à la semaine, au mois, etc. Et, bon, de traiter ce genre de graphique, ce genre de cas dans Zilio, je pense que ça va multiplier les tables, les liens, enfin, ça risque de faire un beau plat de spaghettis. Il faut peut-être avoir un pas très mécanisme maintenable. d'export des données réguliers. Ou d'import d'ailleurs. Aller chercher des données dans une feuille Excel, les intégrer dans une table, mais ne pas viser la structure Excel pour créer une application. C'est pas connecté avec Pasta de Marco. Pas encore. Il a presque failli venir, hein, Marco. Il n'était pas disponible. Je lui ai demandé. Il a promis la prochaine fois. On l'a mis à Time Tonic, on va réussir à le mettre à Zilio. Ouais, il m'a dit la prochaine fois. Je pense qu'il sera intéressé, c'est sûr. Allez, il nous reste peut-être 3 minutes si on veut aller jusqu'à 22h30. Est-ce qu'il y en a qui ont encore une petite idée, petite remarque? À propos de l'UI en mode light, donc je pense qu'on va partir dessus. On va la release là dans quelques jours. Hein. On va aller vite. Est-ce qu'il y a des derniers problèmes? On n'aime pas avoir quelque chose sur le feu. Il faut absolument l'idée. La maquette, le prototype est déjà prête. Donc, il peut y avoir des petits soucis. N'hésitez pas à les remonter. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, du sombre sur du sombre, on ne l'a pas vu. C'est évident de parcourir toute l'application dans tous les cas possibles. On n'a pas des tests automatiques sur l'UI. On a beaucoup de tests automatisés sur la logique, sur les données, mais pas sur l'UI. Du coup, on ne peut pas tout voir de manière automatisée. Donc, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, effectivement, là, j'ai noté voir si on peut le décliner. Parce que là, la structure du thème du studio est complètement différente. Et la précédente est plutôt, c'est plutôt un, comment on dit en français, un shade. C'est un éventail de couleurs noires. Alors que là, on a vraiment des couleurs qui sont vraiment dédiées au header, qui sont dédiées aux boutons, qui sont dédiées à chaque élément. Et ce sera beaucoup plus simple de le décliner. Voilà. Donc, on essaiera de faire un terme dark, mais j'aimerais bien qu'on stabilise cette version light, pour qu'on puisse facilement décliner une version. Et on fera des retours. Ouais. Et ben, merci tout le monde. Ouais. Moi, j'avais juste une petite remarque sur le composant message. On n'a pas la possibilité du passage à la ligne, en fait. Quand on commence à écrire un message,
Ça, si Ouais, on j'ai pouvait- noté. J'ai créé un ticket moi-même. ça marche. Ben, c'est tout pour moi alors. Le passage à la ligne dans les composants texte, c'est ça? Ouais, message, ouais. C'était Mhm. pas possible, donc ça faisait Ouais. très long, quoi. OK. Très C'est bien. noté. C'est déjà dans le backlog. Bah, merci à tous. J'allais dire à toutes et à tous, mais il y a que des Merci. hommes beaucoup. Mais on peut dire merci à toutes parce que certaines vont certainement regarder le replay. Merci. Bah, merci à Bonne vous. soirée, bonne nuit. Pareil. Merci Au pour vos revoir. retours. Merci, au Merci. revoir. Bonne soirée. Au revoir.